RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Mathieu Vallet. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes candidat sur la liste Rassemblement National aux Européennes. Et vous êtes 7e donc sur la liste. Vous êtes un nouveau venu dans la politique. Vous étiez encore il y a quelques mois commissaire de police. Et vous étiez habitué au plateau télé. Alors, première question quand même, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure européenne ? D'abord, l'idée de rejoindre un grand mouvement populaire comme celui de la Rassemblement national qui réunit tous les Français de cœur et d'esprit, c'est quelque chose que je trouve unique dans la vie politique. Aucune autre liste ne l'a fait. On a Fabrice Leggeri, on a Malika Sorel qui sont aussi candidats sur notre liste, qui étaient patrons de Frontex ou essayistes français. On vient d'origines et d'horizons différents et donc on rassemble tous les Français pour reconstruire la France, pour la remettre en ordre. Et avant de remettre la France en ordre, on veut remettre l'Europe en ordre. Vous savez, en tant que policier, j'ai souvent vu les juges européens nous mettre à genoux face aux voyous, face aux islamistes, face aux terroristes. Et on a par exemple... C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par là ? J'en ai un exemple très simple. À cause des juges européens, les surveillants pénitentiaires ne peuvent plus faire de fouilles systématiques après les parloirs, dont on sait que c'est des véritables incubateurs à passage d'objets prohibés. La drogue, les couteaux en céramique, les téléphones portables, les objets interdits, beaucoup de ces objets passent par les parloirs. Et les juges européens ont jugé que le droit des détenus primé sur le droit de la sécurité des surveillants pénitentiaires. Ça, c'est quelque chose, par exemple, qu'on veut changer quand on voit que Fabrice et Arnaud, ces deux surveillants pénitentiaires, ont été exécutés à Incarville par ce commando armé qui ne leur a laissé aucune chance. On voit que l'Europe tout à fait dans sa cellule. Voilà. Mais est-ce que vous nous demandez si vous n'étiez pas plus utile sur le terrain plutôt que d'aller à Bruxelles en costard-cravate ? Pardon, on sait pas. Mais je vais faire les deux. Je vais aller à Bruxelles et à Strasbourg pour pouvoir défendre ces idées concrètes. Je pense que modestement... Non, mais sur le terrain où vous étiez, quand vous étiez... j'ai fait ça pendant 20 ans, madame. Donc, je renie absolument pas mon passé. Et le terrain, j'irai visiter mes collègues dans les commissariats ou les camarades de la gendarmerie dans les brigades de gendarmerie en écoutant leur quotidien que je connais, mais qui change à une vitesse grand V pour pouvoir faire des propositions derrière et pour pouvoir adapter finalement leurs difficultés aux propositions qu'on fera. Les questions de lutte contre l'insécurité, les questions de la délinquance ont toujours été au cœur du programme du Rassemblement national. C'est une raison aussi qui m'a poussé à les rejoindre. Alors, mais est-ce que vous vous reconnaissiez déjà dans les propositions du RN lorsque vous étiez en poste au sein de la police nationale ? Oui, j'étais syndicaliste et moi je faisais la tournée des popotes des partis politiques dont les questions de sécurité les intéressaient. La gauche et l'extrême gauche n'ont jamais eu intelligence de prendre contact avec les syndicats pour avoir des idées concrètes de terrain. C'est bien de savoir de quoi on parle lorsqu'on est en politique et qu'on prétend représenter la nation. Et je vous donne un exemple très concret. Moi, j'aime bien être dans le concret. Je pense que c'est ce qui intéresse les gens. Vous avez par exemple à Marseille lundi des CRS qui ont été une fois de plus, un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes en France, étaient victimes d'un criminel de la route qui a fauché un CRS et qui a obligé un des policiers à tirer pour protéger la vie de son collègue et la sienne. Bilan, une garde à vue pour ce policier qui a tiré. À Rouen, il y a quelques jours... C'est une procédure qui est systématique, ça. Je vais vous répondre, je sais qu'on oublie vite. À Rouen, le policier qui a sauvé la synagogue et les juifs de cet individu qui a incendié cette synagogue a dû faire usage de son arme parce que cet individu lui a foncé dessus avec un couteau. Il a également tiré, un policier adjoint de 24 ans, auquel je rends hommage, et il s'est retrouvé en garde à vue. Oui, mais la procédure, c'est pas de traiter les policiers comme des crapules. Les policiers, lorsqu'ils font usage de leurs armes, c'est pour nous protéger. Ils ont un dixième de seconde pour le faire. Et moi, j'entends que le gouvernement les soutient, mais il les soutient que dans les mots et dans les tweets, pas dans les actes. Nous, on propose la présomption de légitime défense. Ça veut dire qu'on croit d'abord les policiers avant les voyous. Et aujourd'hui, nos policiers, ils ont besoin d'être réarmés moralement parce que sur la voie publique, entre les voyous, entre l'opinion publique, entre certains politiques, ils sont bien seuls et ils sont bien courageux pour nous protéger, souvent pour un salaire dérisoire à la fin du mois. Qu'est-ce que votre expérience de policier pourra vous apporter dans l'exercice de votre futur mandat de député européen ? Parce qu'évidemment, en 7e position, vous allez être élu là-dessus, il n'y a aucun doute. Ah mais beaucoup. Par exemple, moi qui suis du Nord, j'ai grandi et j'ai habité et je suis né à Lille, c'est mes terres d'origine, j'en suis très fier, peut-être un peu chauviniste. Vous avez pas loin la Belgique. Vous savez qu'aujourd'hui, des policiers, des gendarmes, des douaniers, des policiers municipaux, lorsqu'il y a un refus d'obtempérer qui est commis par exemple à Tourcoing, et vous avez Menin qui est pas très loin en Belgique, si c'est un refus d'obtempérer simple, ils doivent s'arrêter. Les voyous continuent en toute impunité à faire le zigzag entre la France et la Belgique, mais les policiers, eux, doivent s'arrêter. C'est ce que j'appelle l'inversion des valeurs et un logiciel qui est pas à l'endroit. Ce que les policiers, les gendarmes, les douaniers, les policiers municipaux demandent, c'est du bon sens comme tous les Français. Et sur cette campagne, de plus en plus, les gens disent on n'en peut plus, c'est le mot qui revient le plus, de cette
France qui est illogique par des responsables politiques qui sont souvent lâches. Et le Rassemblement national, pour moi, est le parti le plus courageux dans les propositions parce qu'on dit ce qu'on fera, on fera ce qu'on dit et on aura un vrai changement. Et c'est ce que les Français, visiblement, sont convaincus puisque les sondages récemment nous disent qu'au plus on parle, au plus on convainc. Donc vous êtes en train d'expliquer, et ça on a déjà entendu ce discours, que dans le fond la justice est une entrave pour la police. Écoutez madame, je parle de Lille, pardon de parler encore de ma région, mais vous avez le 5 septembre 2020 Romain Boulange. Ce policier qui avait une fille, Justine, de 9 ans, qui aujourd'hui a 14 ans, a été fauché par une conductrice droguée, alcoolisée, qu'on connaissait déjà pour les mêmes faits. Elle a comparu au tribunal judiciaire de Lille, elle a pris 6 ans ferme, sans mandat de dépôt. Donc elle est ressortie devant la famille de la victime, devant la petite fille Justine, qui a vu la bourreau de son père. Non mais demain, vous avez quelqu'un de votre famille qui se fait faucher par cette même personne. Vous imaginez, je vous annonce, écoutez, madame, vous êtes déjà content du cadeau parce que vous avez perdu quelqu'un, mais en plus, cette personne, on savait qu'elle était dangereuse, elle a été remise en liberté et elle a déjà en plus fauché un policier. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas une impunité qui règne dans le pays? Vous en concluez quoi? J'en conclus qu'il faut par exemple des peines minimales. Non, mais que c'est quoi? Les juges seraient de gauche? Non, d'abord, moi, on ne veut pas envoyer les gens trop longtemps en prison parce qu'il n'y a pas assez de place. Quel est dans le fond, quel serait le fond L'enseignement. Oui, l'enseignement. Oui, vous avez une partie aujourd'hui des magistrats, 30%, qui sont des juges rouges. Ils appartiennent au syndicat de la magistrature. C'est ce syndicat qui avait fait le mur des cons. Moi, j'ai appartenu à un syndicat pendant 7 ans. On respectait la loi, les valeurs républicaines. On n'a pas été condamné en tant que tel par la justice, ce qui n'est pas le cas du syndicat de la magistrature. Quand vous avez ce syndicat qui prétend représenter un tiers des magistrats, qui défile aux côtés de ceux qui détestent la police et qui disent violence policière et contrôle aux faciès, j'estime qu'il y a un parti pris. Moi, demain, je me retrouve en tant que victime devant un juge qui appartient à ce syndicat. Je me dis, est-ce qu'il va me juger au nom de la loi ou au nom de son idéologie? Ça, c'est un gros problème, par exemple. Alors, ça ne représente pas la majorité des magistrats, mais je connais aucune autre profession qui ont un rôle fondamental dans notre société, qui ont un tel syndicat. Voilà. La deuxième chose, c'est la responsabilité des magistrats. Quand on juge au nom du peuple français, quand on commet des erreurs et ça arrive à tout le monde, il faut qu'on puisse rendre des comptes. Et ça n'obère pas l'indépendance. Être indépendant, c'est pas faire tout et n'importe quoi. C'est aussi rendre des comptes sur des jugements qu'on rend au nom du peuple français. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'état de droit, il n'y a pas de vie en société. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a grande responsabilité. Il y a aussi des comptes à rendre. Le juge Burgot, dans l'affaire d'Outreau, il a été placardisé pendant quelques temps et aujourd'hui, il a retrouvé un poste. En police ou en gendarmerie, vous faites une connerie aussi grosse qu'il a fait, vous vous retrouvez plus dans un bureau ou sur la voie publique. Il y a un conseil de discipline, il n'y a pas de cadeau qui est fait. Je dis simplement que le 2 poids 2 mesures, c'est quelque chose d'insupportable. Est-ce que, question après Frédéric, mais est-ce que le nombre de vos collègues, vos anciens collègues en tout cas maintenant... Je suis toujours policier dans le cœur et dans l'esprit. Voilà. Est-ce qu'ils sont tentés aussi, eux, par le vote Rassemblement national? Écoutez, chacun vote en son âme et conscience dans l'urne. Mais moi, ce que j'espère le 9 juin... C'est une réponse... Non, mais je vais venir. Ne vous inquiétez pas. Vous ne faites pas du name dropping. Laissez-moi finir, vous n'allez pas être déçu de la réponse. Moi, j'invite tous les policiers, les gendarmes, les douaniers, les pompiers, les policiers municipaux, les militaires à voter le 9 juin pour la seule liste qui les a toujours défendus, qui ne les a jamais lâchés et qui a un programme concret, pratique, qui colle à leur réalité pour pouvoir mieux les défendre auprès de l'Europe, mais aussi lors des prochaines échéances, que ce soit les municipales en 2026 ou les législatives et les présidentielles en 2027. C'est la France des uniformes derrière Jordan Bardella, c'est ça que vous demandez? C'est la France de ceux qui croient aux Français et qui protègent les Français derrière Jordan Bardella. Quand on aime la France, quand on est fier d'être Français, on n'est pas d'extrême droite, on est d'extrême France. Voilà, c'est ça la réalité. Alors, l'un des fléaux auxquels est confrontée la France aujourd'hui, et au poste que vous occupiez, vous êtes bien placé pour le savoir, j'imagine, c'est le trafic de drogue. Oui. Une délégation de magistrats mexicains est venue il y a quelques jours en France pour rendre visite au parquet de Paris et à la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée. Et ces magistrats mexicains ont appelé la France à prendre des mesures d'urgence contre le narco-banditisme. Est-ce que cette mise en garde vous a paru alarmiste ou strictement pertinente, raisonnable? D'abord, vous savez, quand on parle de trafic de drogue, je pense à ce policier d'Avignon, Éric Masson, qui a été tué par un dealer sur un point de deal, qui a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle et qui aujourd'hui est derrière les barreaux. On a un policier qui est mort pour protéger les petites gens, les gens qui ont que la police, face à ces dealers, face à ceux qui mettent sous couperet et sous raquette organisée ces quartiers. Moi, je vous dis simplement qu'aujourd'hui, tout n'est pas fait pour lutter contre la drogue. On a contraventionnaliser l'usage de stupéfiants, on a donné un très mauvais signal en disant consommer un joint, c'est comme faire un feu rouge. C'est quelque chose peut-être qui était pratique dans la vie des policiers, dans la fausse bonne idée que c'était, mais aujourd'hui on voit que ça a contribué à banaliser l'usage de la drogue. Aujourd'hui, je l'ai déjà dit, quand on consomme de la drogue, on est la
les complices des bras armés de ceux qui tirent à la Kalachnikov dans les quartiers, qui font des morts, notamment des jeunes gens qui sont en bas des halls, qui soient des guetteurs, qui soient des rabatteurs ou qui soient ce qu'on appelle aujourd'hui des dealers. Voilà. Donc moi je dis simplement que nous on a des propositions concrètes. La proposition phare, c'est qu'aujourd'hui on saisit les avoirs criminels, c'est-à-dire les comptes en banque, les gros véhicules, les biens immobiliers et tout ce qui peut représenter de la richesse, uniquement lors des enquêtes de gros voyous. Moi je dis que pour les voyous du quotidien, il faut d'entrée de jeu tout saisir et tout attribuer au service de police et de gendarmerie. On va au-delà, il y a des laboratoires qui carrément se font avec des milliards pour créer des nouvelles drogues de synthèse, etc. Oui, mais vous savez ce que le gouvernement a décidé ? Ils ont décidé de supprimer la police judiciaire et la fondre en fait avec tous les services. C'est comme si qu'à l'hôpital on supprimait la gérontologie, la cardiologie, l'ophtalmologie et qu'on disait tout le monde aux urgences. Personne ne ferait ça. Et ben dans la police, alors que les enquêteurs de commissariat de sécurité publique n'en peuvent plus parce que les bureaux dégueulent de procédures, on a dit les privilégiés de la police judiciaire, Dixit, un peu ce qu'a dit le gouvernement, vont donner un coup de main à leurs camarades. Mais c'est pas ça qu'il fallait faire. Le courage, c'était de réformer la procédure pénale, c'était de prendre des plaintes pour des motifs valables et c'était de recentrer, de sacraliser l'enquêteur sur des procédures de violence volontaire à la personne. Je rappelle qu'aujourd'hui, dans la rue, vous avez une chance sur deux de vous faire agresser pour un mauvais regard, pour une jupe trop courte, madame. Il y a beaucoup de jeunes filles qui rentrent de boîtes, qui rentrent de soirées, qui osent plus prendre des transports en commun ou passer dans certains quartiers parce qu'elles se font siffler, voire agresser sexuellement. Et quand vous savez, on y viendra sûrement, que plus de 70% des auteurs de viols à Paris sont des personnes de nationalité étrangère, on parle de nationalité, il y a un sujet. Moi, quand je vais dans un pays étranger, c'est pas pour faire des victimes, c'est pour respecter les lois, us et coutumes du pays dans lequel je vais. L'immigration illégale, aujourd'hui, est l'un des principaux maux de la délinquance en France. D'un mot pour en finir sur le narcotrafic. Pourquoi, selon vous, aujourd'hui, les groupes, les réseaux de trafic sont devenus si puissants et sans doute si incontrôlables? Est-ce que ça signifierait qu'on aurait franchi un point de non-retour? Certains magistrats l'ont dit, d'ailleurs, en disant on est en train de perdre la bataille. Tout à fait. Oui, ils se sont fait un peu sermonner par le ministre de la... Oui, avec nous, ils ne seront pas sermonnés, ils seront écoutés. Parce que nous, dans notre parti, est-ce qu'on a franchi un point de non-retour? Oui, on a franchi D'abord, moi, quand j'ai commencé à attendre la police, les trafics de drogue, c'était un peu l'apanage des grandes agglomérations, des grandes villes, des grandes cités. Aujourd'hui, vous allez à Oyonnax, vous allez à Cavaillon, vous allez même à Nîmes, dans ces villes petites ou moyennes. Aujourd'hui, plus aucun territoire de la République n'est épargné par ces trafics et par ces règlements de compte. Le sang coule dans tous les halls de France et sans distinction de territoire. On dit simplement qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes de 16, 17, 18 ans, parfois très peu connus ou pas connus de la police, qui commettent pour 8 000, 10 000, 15 000 euros, des exécutions ciblées, comme dans le film Hitman, où vous avez des tueurs à gages. Et bien là, c'est pareil. On n'a plus aujourd'hui, en fait, de limite dans la délinquance des voyous auxquels on fait face. Et c'est pour ça, pareil, proposition, parce qu'on n'est pas là uniquement pour regarder les trains qui passent et faire des constats. On veut rabaisser la majorité pénale à 16 ans. Ouais. Parce que pour les crimes, effectivement, il n'y a pas de sujet, mais pour les délits, aujourd'hui, c'est l'excuse judiciaire avant la condamnation judiciaire. Et bien avec nous, c'est une mesure simple et qui est demandée par les enquêteurs. Parce qu'aujourd'hui, ça se fait au cas par cas. Nous, on ne veut pas que ça se fasse au cas par cas. On veut que ça soit généralisé. On va même plus loin. Pour les mineurs, il faut arrêter d'attendre 6, 12, 18 mois après l'infraction pour les mettre en prison. Il faut qu'il y ait une réponse pénale tout de suite et on les mettrait dans des centres éducatifs fermés qui seront des prisons adaptées pour les mineurs. Ce sont les européennes auxquelles vous vous présentez. Là, vous parlez... Mais là, le cannabis, on sait que ça vient du Maroc. Donc effectivement, si on maîtrisait mieux nos frontières et européennes et françaises, on aurait des... Oui, via l'Espagne. L'Espagne, c'est dans l'Europe et Frontex, ça s'occupe... c'est même dans l'espace Schengen. Mais on va y venir parce que l'immigration et la drogue, sur ça, c'est les mêmes passages. Il n'y a pas de volonté politique aujourd'hui de stopper ces go fast et ces convois de la drogue. Alors vous parlez de l'Espagne, mais il y a aussi le port d'Anvers, il y a aussi le port du Havre, où les douaniers font des saisies records. Et on dit que même au Havre, il y a des douaniers qui sont corrompus aussi. Non, mais ça, c'est les leurs de l'extrême gauche et de la France insoumise. On a une majorité de policiers, de douaniers, que ce soit policiers nationaux, municipaux et de gendarmes, qui font très bien leur travail chaque jour et chaque nuit d'ailleurs, et qui font honneur à la République. Moi, je vous dis simplement que, je ne sais pas si vous avez enquêté sur l'immigration, mais la thématique des frontières aujourd'hui, elle est essentielle. Ernest Renan, qui n'était pas un grand ayatollah du nationalisme, expliquait que une nation, c'était un État, un peuple et des territoires et des frontières. Donc aujourd'hui, il faut revenir aux fondamentaux qu'on a beaucoup oubliés, notamment dans l'Union européenne et dans une Europe que nous, on ne veut plus et qu'on veut changer de l'intérieur. Un petit mot, avant peut-être de revenir à l'Europe, mais cet après-midi à l'Assemblée nationale, le député LFI Sébastien Delogu a été exclu pendant 15 jours avec suppression de son indemnité de député pour avoir brandi un drapeau palestinien. Pourquoi, selon vous, ce conflit israélo-palestinien a-t-il une dimension aussi passionnelle en France ? Non, mais d'abord, M. Delogu, il a un habitué des coups d'éclat et de la mise en lumière négativement.
Et puis ils font leur beurre en fait électoral sur les morts en Israël, en Palestine. Ils veulent cibler une clientèle électorale en France et c'est dangereux. Et Monsieur Deloglus, c'est ce député de la nation qui fait honte à l'écharpe tricolore qu'il porte. Il va être jugé en juin 2025 pour des violences aggravées sur du personnel éducatif à Marseille. Oui, mais vous dites il avait déjà. Il va être jugé pour l'instant. Oui, d'accord. Mais écoutez, moi, j'ai jamais été traduit devant un tribunal pour des violences. Oui. Mais... D'accord. Je trouve ça un peu loquace pour quelqu'un qui parle toujours de violences policières, de contrôle aux faciès et qui se fait le chantre de Naël, de Wanis et de tous ceux dont il estime que c'est des victimes de violences policières. J'aime bien les gens arroseurs arrosés. Quand on veut faire des leçons de morale à tout le monde, il faut d'abord être exemplaire avant d'exiger l'exemplarité des autres. C'est un peu fait ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ensuite, moi, ce qui m'inquiète avec la France insoumise, c'est qu'ils défilent aux côtés des islamistes lors de la marche du CCIF, qui a été dissous d'alors par le gouvernement. Ensuite, ils défilent dans les cortèges de lutte contre les violences policières et contre le faciès, c'est-à-dire de tous ceux qui détestent la police parce qu'ils le scandent, ils l'assument et ils restent aux côtés de ces gens-là. Donc, qui dit mot consent. Et donc, c'est un parti aujourd'hui qui, pour moi, n'est pas républicain. Voilà. C'est une extrême gauche qui flirte avec l'antisémitisme, avec la haine du flic, la haine du juif. Et aujourd'hui, la haine de la France, on brandit pas un drapeau étranger dans la maison du peuple français qu'est l'hémicycle. Je le comprends pas et je crois que beaucoup de Français le comprennent pas et j'espère qu'ils feront en dessous de 5% lors des européennes puisque c'est le sujet. Ça permettra de leur mettre un coup de massue républicain sur un parti aujourd'hui qui flirte avec beaucoup de thèses anti-républicaines. Aujourd'hui, vous parlez comme si, dans le fond, ces européennes étaient le préalable ou un avant-goût de 2027 et comme si le Rassemblement national allait en quelque sorte... tuer la peau de l'ours avant... Ah, pas du tout. Vous savez, moi, non, mais je suis bien passé pour savoir. Moi, je vends jamais la peau de l'ours avant l'avoir tué, si c'est l'expression que vous employez. Oui, je l'ai dit à l'envers, mais pas grave. Et en tout cas, le 9 juin, j'espère que les gens iront voter massivement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le vote dans l'urne des Français. C'est pas les sondages qui, chaque jour, nous donnent en tête de liste parce que c'est ce qui va compter à la fin. L'objectif, c'est 2027. On va pas mais madame, moi, je trouve ça bien que dans un scrutin, on explique aux Françaises et aux Français qui, en 2019, ont été seulement 1 sur 2 à se déplacer pour aller voter, c'est-à-dire quasiment 50% d'abstention, de leur dire les conséquences des décisions européennes sur leur quotidien. Ça intéressera plus les gens de savoir, en fait, dans l'agriculture, dans la sécurité, dans les frontières, dans Schengen, qu'est-ce qui peut changer au quotidien dans l'Europe, dans les propositions qu'on fait. À chaque fois, on leur parle d'une Europe lointaine et abstraite, puis derrière, vous avez raison, la seule fois, on les a consultés en 2005 lors d'un référendum sur le projet de constitution européenne. Ils n'ont pas été écoutés, ils ont dit non, et puis 2 ans après, ils ont eu le traité de Lisbonne par Nicolas Sarkozy. Donc nous, on dit simplement qu'on ne propose pas de supprimer l'Europe ou de sortir de l'Europe, on propose une autre Europe, comme dans la Constitution, il y a eu des changements. Voilà, c'est terminé. Ce qui est sûr, c'est que vous rentabilisez le temps de parole. Hein. Oui, vous avez... Ah, pardon. Non, mais c'est pas... la politique, vous avez la tchatche. Je veux dire par là, vous avez un débit rapide, donc vous rentabilisez le temps de parole. Et vous savez que ça, c'est une technique des politiques, parler très vite. Non, mais on se relance pas. Je parle avec passion et avec le trip et le cœur. Écoutez, si ça vous plaît, je reviendrai, vous me réinviterez. Merci Mathieu Vallet, merci, bonne soirée. Merci à vous.